Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire très spécial sur sortir de la crise et sortir renforcé de la crise avec un témoignage que nous apprécions particulièrement. C'est celui de Pierre Boulet, qui est directeur général de Novares et qui a quand même marqué ce printemps par une gestion assez tonique et assez dynamique de la période difficile que nous avons rencontrée. Son témoignage sera suivi par les interventions de Denis Chabanex, qui nous parlera des aspects stratégiques liés à ces sorties de crise, de Patricia Beaumont, qui interviendra sur les aspects opérationnels de Chabanex de Inuo Strategic Impact, Patricia Beaumont de Eurogroup Consulting, et puis Stéphane Gors, qui est également son collègue, qui est aussi président du conseil de campus de Paris des Arts et Métiers, qui interviendra sur la partie financière, plus financière de cette sortie de crise. Donc, ce que je vous propose, c'est sans plus attendre de passer la parole à Pierre Boulet pour qu'il nous conte la façon dont il a traversé cette période agitée du printemps. Merci Pierre pour ton intervention. Merci Jean. Donc, bonjour à tous, chers camarades, mesdames, messieurs. Juste un mot, donc j'ai 62 ans, j'ai fait de la sortie de la Ken 78 et Eclipse 79 et je travaille depuis 25 ans chez des équipementiers automobiles, la moitié pour les équipementiers américains, l'autre pour des Européens. Donc j'ai répondu très volontiers à cette invitation, mais il faut y voir simplement l'exposé d'une histoire vécue et il y a là-dedans, dans ce que je veux dire, aucun conseil ou quoi que ce soit. C'est chacun doit y prendre et laisser ce qu'il veut. Un mot sur Novares. Donc Novares, c'est une société qui est un équipementier automobile. Nous faisons des pièces plastiques pour les constructeurs principalement. Nous travaillons avec tous les constructeurs de la planète et nous travaillons dans 45 usines sur 23 pays et avec 12 000 collaborateurs. L'année dernière, nous avons fait 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons un gros focus innovation et de nombreux programmes d'innovation, plus de 5% du chiffre d'affaires et l'année dernière, un dépôt de 25 brevets. Alors, un point important dans notre histoire et qui nous amène donc à l'histoire récente, c'est que nous avons connu une très forte croissance depuis 2012. Entre 2012 et 2019, nous sommes passés de 650 à 1,3 milliard d'euros et de 25 à 100 millions d'euros en EBITDA. Alors, ça a été rendu possible par le changement d'actionnaire, mais aussi par un financement par dette bancaire, ce qui fait qu'au 1er janvier de cette année, notre dette était décomposée de 350 millions de dettes bancaires syndiquées qui nous avaient permis de faire des acquisitions, une centaine de millions qui nous avaient permis de faire de la croissance organique, mais également 150 millions de factors, ce qui fait que notre dette était de l'ordre de 600 millions au début de cette année. Alors, 2019 n'avait pas été un bon cru pour nous, parce qu'on a commencé à avoir des difficultés en Chine. On avait à l'époque 8 usines en Chine. Mais par contre, on avait réalisé un très bon début en 2020. Et on avait battu notre niveau de marge historique à 12%. Alors, on a suivi l'actualité, comme vous tous. On a eu fin janvier la fermeture de notre usine de Wuhan. Et puis, on a eu le ralenti sur l'ensemble des usines en Chine. Et donc, à l'époque, en ce début d'année, nous avions 1800 personnes sur 5 usines. Donc février a été un mauvais cru pour la Chine. Mi-mars, comme tout le monde, on a eu la totalité de nos 25 usines européennes qui se sont arrêtées. Et donc on a mis en place un plan de gestion de crise. Dans tous les pays du monde où on était implanté, on a fait des demandes de prêts, on a fait des décalages de paiement, des mises en chômage partiel ou total, enfin tout ce qui était disponible sur le marché. Petite parenthèse quand même, le système français, tel qu'il était sur le papier en tout cas, est le mieux équilibré et le plus généreux du monde. À l'autre extrême, on a des systèmes très, très fermés comme l'Inde, le Portugal ou le Mexique, où on est obligé de payer 100% des salariés sans pouvoir ni les licencier, ni faire de chômage. Alors, on avait aussi commencé à discuter avec nos banques pour le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, et on avait reçu, on va dire, une réponse fraîche de nos banques. Mais comme nous avons dans nos actionnaires la BPI, on avait obtenu un prêt de 15 millions d'euros assez rapidement. À fin mars, 100% de nos usines US et Mexique ont été fermées,
Ce qui fait qu'à fin mars, nous avions 40 de nos 45 usines qui étaient fermées. Comme nous factorisons à peu près 4 millions d'euros par jour, ça veut dire qu'on avait un trou de trésorerie d'une centaine de millions d'euros. Donc, on a commencé les échanges avec nos actionnaires et nos banques, et la partie de ping-pong a commencé. Les actionnaires voulaient que le PGE soit mis en place, les banques voulaient qu'il y ait de l'equity qui arrive, et puis, en parallèle, on avait des clients qui commençaient à dire que les usines devaient démarrer fin avril, alors que les banques et les actionnaires nous annonçaient une fin de match pour fin juillet. Donc, devant cette équation qui avait beaucoup trop d'inconnus pour être résolue, je me suis tourné et j'ai commencé à investiguer la solution judiciaire. Donc, j'ai sollicité et signé un mandat de mandataire ad hoc le 8 avril avec Hélène Bourboulou. J'ai demandé que le CIRI s'occupe de notre cas le 15, ce qu'ils ont fait dans la journée. Les banques ne croyaient pas du tout qu'il nous fallait 100 millions pour redémarrer. Elles ont demandé un audit de cash flow à PwC. Elles ont demandé un IBR. Elles ont demandé tout un tas de questions et tout un tas de choses. Et donc, j'ai commencé à voir que ça ne serait pas simple d'avoir simplement un prêt garanti par l'État. Et les banques ont commencé à m'expliquer qu'elles étaient responsables des deniers publics et qu'il fallait qu'on montre notre capacité de remboursement. Le ton a monté, j'ai dit que c'était de la prise d'otage et que c'était inacceptable et que si elle le prenait comme ça, j'allais devoir, moi, de mon côté, prendre mes responsabilités. Donc, avec le mandataire ad hoc, on a construit un planning de mise en RJ hyper court à la demi-journée et donc avec des contraintes puisqu'il fallait que l'on trouve 30 millions pour le début du mois de mai et 120 millions pour la fin du mois de mai. Donc, il fallait que tout soit ficelé en un mois. Le 24 avril, on a eu la confirmation par PwC qu'on parlait bien de 100 à 120 millions. Et j'ai annoncé aux banques que je mettais la holding du groupe, uniquement la holding, en redressement judiciaire. Et que donc, pour l'instant, elle s'asseyait sur 330 millions d'euros de dette, les actionnaires s'asseyaient sur 100 millions et les salariés investisseurs sur 3 millions. Donc, il y avait balle au centre pour tout le monde. Et les actionnaires ont boudé la réunion d'après. On a fait une session de plusieurs heures un samedi avec les 12 banques. Il y avait plus de 100 personnes au téléphone et on a fait d'innombrables réunions après. Nous, en parallèle, pour pouvoir pousser cet accord, pour être sûr que les actionnaires et les banquiers se mettent d'accord, on a lancé une organisation de crise pour solliciter des plans de reprise sur le groupe. Donc, nous avons créé dans le week-end un document de marketing du groupe. On a installé une équipe à temps plein de 3 personnes pour vendre le groupe et une data room en 24 heures. On a identifié 40 cibles et l'objectif, c'était d'obtenir plusieurs offres crédibles sur la reprise de 100% du groupe en 2 semaines, sachant qu'on était en confinement et qu'aucune visite de site n'était possible. Alors, on a commencé ça. Le 29 avril, le tribunal de commerce de Nanterre a confirmé l'ERJ en disant qu'il était recevable. Et c'est le 4 mai qu'on a reçu l'offre officielle des banques qui nous disait que le PGE n'était disponible que pour fin juin et puis qu'il fallait en plus l'autorisation de Bruxelles, etc., etc. Donc, d'innombrables conditions. Vers le 10 mai, on a commencé à recevoir le financement de notre actionnaire pour la période d'observation. Donc ça avait été rendu possible par un accord avec eux. Donc on a fait des cautions, on leur a donné des garanties sur certaines usines du groupe et les banques sont revenues avec tout un tas d'autres conditions pour pouvoir éventuellement mettre en place un PGE. Donc elles ont commencé à faire craindre à l'État que le système du PGE ne serait pas possible. Donc de mon côté, pour encore solliciter l'État, j'ai expliqué qu'il existait un concept que j'ai baptisé Novares Inside et rappelé qu'il y avait une pièce Novares dans une voiture sur 3 produites sur la planète, dans 88% des voitures Peugeot, dans 80% des voitures Renault, les 3/4 des BMW et 2 tiers de tous les véhicules américains. Et que donc, si on n'arrivait pas à redémarrer nos usines, les 5 milliards de Renault seraient tout à fait insuffisants. Alors, le 13 mai est arrivé tout de suite. On a eu le bonheur de recevoir 6 offres plus une, puisqu'on avait vaincu nos
actionnaires de déposer une offre subsidiaire. Et sur les 6 offres, on en avait 4 qui concernaient la totalité du groupe. Donc, c'était pari gagné. Et donc, on a fait une communication tous azimuts. Je suis allé à la télé, on a fait, je sais pas, il y a eu des journées où j'ai fait 4 à 5 interviews journaux. Et puis, on a été aidé par l'un des compétiteurs qui était Aquel, qui a fait un communiqué de presse. Donc, les banques ont été surprises, et les actionnaires aussi d'ailleurs. Elles ont demandé copie des offres parce qu'elles n'y croyaient pas. Alors, officiellement, on n'était pas obligé de leur donner, et surtout, elles étaient obligées d'aller au greffe pour aller les chercher, mais en confinement, ce n'était pas possible. Donc, je leur ai envoyé la copie de toutes les offres, elles ont pu les lire. S'en est suivi des due diligence avec les 6 bidders parce qu'ils avaient tous des conditions suspensives. Donc, il fallait répondre à toutes leurs questions pour que les conditions suspensives tombent. Et quelques jours plus tard, on avait toujours une réponse des banques qui était sur la lignée des offres précédentes. Et donc, le 15, elle nous donne un papier qui est juste pas acceptable. Donc, j'ai choisi de ne pas y répondre et de bouder les banques. Et donc, il a fallu attendre 5 jours pour que les banques reviennent en demandant une réponse officielle et demandant l'ouverture d'une vraie négociation. Donc, le 21 mai, enfin, on a eu une douzaine d'heures de négociations et on a obtenu que les banques abandonnent 263 millions d'euros de dettes. Au total, nous avons reçu 145 millions de cash et des actions gratuites pour compenser les 150 managers qui avaient investi dans l'entreprise. Il a fallu 2-3 jours pour la documentation. L'audience du tribunal de Nanterre, le 28 mai, a confirmé le plan de continuation, qui a donc été validé 29 jours seulement après la mise en RJ, ce qui, à ma connaissance, est un record en France. Dès le lendemain, nous avions reçu 100 millions d'euros de la part des banques, en plus des 45 qu'on avait reçus. Il faut rappeler qu'à ce jour-là, nous avions un crédit fournisseur de près de 100 millions d'euros et que de toute façon, si nous n'avions pas payé nos fournisseurs, on n'aurait jamais pu redémarrer. Donc, on a redémarré au fur et à mesure que les clients nous ont demandé des pièces, donc en Europe, puis au Mexique. Le 30 juin, nous avions quasiment toutes nos usines qui avaient redémarré et on avait pu reconstituer notre crédit factor qui était à peu près de 80 millions. Donc, la suite des opérations, c'est d'abord de surveiller les volumes parce qu'aujourd'hui, ça s'est redressé, mais pas encore tout à fait. Et puis, de continuer à adapter l'entreprise à ce qui nous attend. Depuis le 1er janvier, nous avons nos effectifs qui ont fondu de 2000 personnes et je prévois de les baisser encore d'un millier de personnes d'ici la fin de l'année pour ne pas prendre de risques et être sûr que tout se passe pour le mieux pour la fin de l'année et l'année prochaine. Alors au final, ce que j'en tire comme leçon, c'est que le délai était crucial dans notre histoire et qu'il a fallu prendre une décision rapide et surtout mener le planning de façon, à tambour battant, de manière à ce qu'on puisse en moins de 30 jours réunir suffisamment de contraintes pour forcer tout le monde à se mettre d'accord et recevoir les 100 et quelques millions qu'il nous fallait pour redémarrer. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, c'est simplement du vécu et je reste à votre disposition. Merci Pierre, c'est un vécu qui est pour le moins exceptionnel, comme les circonstances qu'on a rencontrées et avec une détermination qui est elle aussi exceptionnelle.